Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial avec notre invité, Monsieur Serge Ndong Obab, ancien coordinateur du programme Graines Wellington au Gabon. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire, la clé de la lutte contre la vie chère. C'est une interrogation. Merci, Monsieur, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi, Madame Tseni, qui vous remercie. Alors, pour que nous soyons tous au même niveau de compréhension, peut-être nous définir c'est quoi l'autosuffisance alimentaire. On entend tellement parler de cela. L'autosuffisance alimentaire, c'est la possibilité pour un pays de subvenir aux besoins alimentaires de son peuple par sa propre production. Vous avez d'un côté les besoins alimentaires et de l'autre côté l'offre. Donc, ça rejoint un peu la loi de l'offre et de la demande. Donc, si au niveau de la demande, nous pouvons la satisfaire avec l'offre, c'est-à-dire la production, on peut parler d'autosuffisance. Il peut y arriver même que l'on aille au-dessus, que l'on soit au-dessus de l'offre, et là, on pourra même exporter la production. Donc, c'est en quelques mots la définition que je pourrais faire de l'autosuffisance alimentaire. Alors, on a vu la mise en place de plusieurs programmes. Le dernier en date, le programme Graines, dont vous étiez un ancien coordonnateur au niveau de la province du Wellington, au nord du Gabon. Alors, en votre sens, en quoi ce programme Graines a-t-il échoué? Alors, en quoi est-ce qu'il a échoué? Je voudrais d'abord parler de la mise en place de ce programme. Pourquoi est-ce qu'il avait été pensé? Il avait été pensé parce que justement nous voulions sortir de la dépendance alimentaire que nous avons vis-à-vis des pays voisins et de l'international. Il faut rappeler quand même que le Gabon dépense entre 400 et 500 milliards de francs CFA chaque année pour l'importation des denrées alimentaires. Le gouvernement à l'époque avait réfléchi sur comment réduire justement cette dépendance. Nous avons pensé à une production locale des denrées telles que la banane, le manioc, pour commencer avec ces spéculations. Et comment est-ce qu'il fallait accompagner le Gabonais? Parce que pour le Gabonais, cette activité était pénible. Nous avons pensé à la pénibilité, nous avons pensé à la sécurisation des parcelles, donc du foncier. Donc l'État avait était allé jusqu'à délivrer des décrets d'attribution sur les parcelles, et l'accompagnement était un accompagnement non seulement en matériel, mais également financier. Tout le décor était bien planté pour réussir ce projet. Les premiers écueils vont commencer avec les aménagements. Les aménagements ont été faits par des entreprises non spécialisées dans l'aménagement agricole. C'était des entreprises aménagistes de BTP qui sont venues aménager le sol. À travers cette pratique déjà, il y a eu des soucis parce qu'elle décapait la couche arable qui sert de fertilisation du sol. Et en cela s'ajoute également l'importation du matériel végétal. Nous sommes allés au Cameroun acheter les boutures de manioc, les rejets de bananes. Bon, ce qui, moi, personnellement, me gênait parce que vous ne pouvez pas aller acheter sur une personne qui vous nourrit. Est-ce que vous êtes sûr de la qualité de ce qu'elle va vous donner, sachant que demain, vous serez son concurrent? Donc, voilà les premiers écueils que nous avons rencontrés lorsque nous avons lancé ce programme. Alors, vous faites bien d'énumérer ces écueils-là, puisqu'on parle de semences, des semences qui n'étaient pas de bonne qualité, on parle de la mise en place qui n'a pas été respectée, mais aujourd'hui, la situation est là. Comment parvenir à cette autosuffisance alimentaire dans les conditions actuelles où tout est à refaire? Alors, je ne dirais pas que tout est à refaire. Il y a une base qui existe au Gabon. Les Gabonais plantent. Je vais me focaliser sur la province du Wellington que je connais le mieux pour y avoir travaillé dans le domaine pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous avez des planteurs dans chaque village. Si nous voulons remédier ou apporter des solutions, la première chose à faire,
c'est de recenser l'ensemble des producteurs locaux. Et ce travail est possible avec l'aide des directeurs provinciaux agricoles. Ils ont une cartographie de tous les planteurs. Nous avons un héritage, le programme Graines, à travers les parcelles qui sont déjà sécurisées. C'est-à-dire sur ces parcelles, aucune activité autre que l'activité agricole ne peut s'y faire. Donc voilà déjà un héritage que nous avons. Il suffit de dire aux populations, et ça nous l'avons expérimenté en 2017 et 2018, que désormais, nous, je dis par exemple, ça peut être un opérateur économique, donc un privé, ou l'État, nous venons racheter votre production, planter telle ou telle spéculation, nous venons la racheter, bord champ, nous allons la transporter et la commercialiser sur les grands marchés. À partir de cet instant, vous allez revoir l'engouement d'antan, et cet engouement existe jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais au village, des populations sont venues vers moi me dire « Nous continuons à commercialiser l'eau manioc parce que nous avons des acheteurs qui viennent sur place. C'est ce qui nous arrange. » Vous comprenez? Si un tel modèle est dupliqué d'une province à une autre, petit à petit, nous allons sortir de cette dépendance. Ça, c'est ce qui concerne ce que nous appelons les cultures vivrières. En ce qui concerne, par exemple, l'élevage, et là, j'ai envie de dire, à moyen et à long terme, il va falloir que... La pisciculture, notamment. Tout à fait. Il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que l'agriculture est un domaine de souveraineté nationale, au même titre que la défense nationale. Comment voulez-vous être alimenté par l'extérieur et vouloir que votre population se porte bien? C'est une question transversale. Donc, commençons par dire, à partir de, nous sommes en 2024, à partir de 2026, janvier 2026, plus rien ne rentre chez nous. Et nous mettons en place des mécanismes de production. Nous parlons aujourd'hui d'une banque de l'entrepreneuriat qui va voir le jour. Mais c'est à travers cette banque que l'on pourra décaisser des fonds pour racheter la production locale dans chaque province. Vous faites bien de le dire parce que c'est ma prochaine question. Peut-être aujourd'hui, il faudrait que les autorités, notamment le gouvernement, même s'il est de transition, de prendre des décisions courageuses en disant qu'on n'importe plus le poulet de chair, par exemple, on n'importe plus la banane, on n'importe plus. Ça va peut-être nous pousser, puisqu'on peut déjà s'appuyer sur des entrepreneurs, à produire. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Madame Tseni, je vais vous rassurer tout de suite. Ce modèle économique a déjà été réalisé par un pays africain où le président, quand on parle de président, donc c'est une volonté politique, avait décidé de stopper l'importation des surgelés et a donné un délai de 12 mois à la population de s'organiser pour nourrir le pays. Et cela a fonctionné. Donc, pour aller dans le même sens que vous, nous pouvons très bien, et moi je suis large en disant, nous sommes en 2024, mi-2024, il suffit de dire, à partir de janvier 2026, plus rien ne rentre dans le pays. Gabonais, vous devez vous nourrir, vous devez produire vous-même. Que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau des produits halieutiques, au niveau des spéculations alimentaires, comme je disais. Et là, on pourrait spécialiser soit des provinces, soit mettre en place, j'ai vu qu'ils ont créé une nouvelle société que l'on appelle la Société pour l'agriculture et l'élevage du Gabon, qui vient remplacer la Sotrader. Nous ne savons pas encore quelles seront les missions de cette société, mais voilà l'occasion justement de responsabiliser ou de donner des missions à cette société. D'ailleurs, le Premier ministre était sur un site au niveau de Ntoum. Tout à fait, sur l'autosuffisance que nous voulons régler. Et là, je vais donner des pistes de solutions. Il n'est plus question d'aller dans tous les sens. Si j'avais été écouté à l'époque, on ne serait pas arrivé à l'échec que nous connaissons aujourd'hui avec le programme Graines. Puisque nous avons des entrepreneurs qui travaillent là-dessus au quotidien. Très bien. Alors, nous avons un défaut ou un problème ou une problématique,
c'est les voies d'évacuation ou les voies de communication, les routes. Oui. Ça, c'est un problème, c'est Et connu. c'est un paradoxe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de compter sur le fin fond du Gabon, responsabilisons d'abord la première province du Gabon, qui est l'estuaire. L'estuaire. À l'estuaire, nous avons ouvert des ZAP. Nous sommes en train d'aménager des zones agricoles à forte productivité. Alors, justement, c'est là où il faut mettre le paquet dans un premier temps. Une fois ces ZAP seraient opérationnels, nous aurons une satisfaction. Là, on pourra dupliquer dans les provinces les plus proches jusqu'à arriver aux plus lointaines. Voilà la proposition que moi je peux faire pour qu'on arrive à cette solution que nous recherchons tous. Il faut commencer par l'estuaire pour alimenter le plus grand marché qu'est le marché de Libreville. Nous sommes entre 800 000 et 1 million d'habitants à Libreville. Après, certains ingénieurs agronomes vous diront que la banane pousserait mieux dans le Wellington, que le manioc, le tubercule notamment, pousserait mieux à l'Ebamba. Est-ce que vous pensez que cela est faisable? Cela est faisable. Alors, il y a ce que nous appelons des bassins de production qui sont connus de tous. On reste dans l'estuaire et peut-être on va toucher une partie de l'Ogooué, du moyen Ogooué. La Remboué, par exemple. Voilà un grand bassin de production de bananes. De bananes. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller très loin. Il suffit d'aménager la route de la Remboué pour que la Remboué alimente le marché de Libreville. Parce que plusieurs producteurs vous diront ceci. Écoutez, nous n'avons jamais cessé de planter, nous n'avons jamais cessé de produire, mais voilà la difficulté. Si on devrait vendre un régime de bananes à 2000 francs, le coût du transport, parce que la problématique de la route est bien réelle. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, un producteur ne peut pas faire les trois métiers. Un producteur, c'est-à-dire il plante, il transporte et il vend. Non, c'est trois métiers bien distincts. Alors, il faudrait que le producteur reste dans son champ. Donc, nous venons acheter bord champ. Ça veut dire qu'il y a une autre entité qui va assurer le transport du champ vers les grands marchés. Donc, il faudrait qu'il y ait ces trois entités, les planteurs, les transporteurs et les commerçants. Mais est-ce que ça n'augmente pas le coût de production? Mais non, ça n'augmente pas le coût de production et ça n'augmente même pas le prix de vente. Le prix final Parce également. que si cela est subventionné par l'État, donc le transport est pris en charge par l'État, l'État devrait tout simplement négocier à l'avance avec les producteurs sur le prix d'achat au kilo. Il faut que l'on évolue vers le prix d'achat au kilo. Il ne faudrait plus que ce soit visuel. On voit un grand régime de bananes, on dit c'est 10 000. On voit un tas, on dit c'est... Non, il faut qu'on évolue. En fonction de la exact. du produit. Parce que lorsqu'on fait des statistiques, on dit c'est telle quantité de denrées alimentaires que nous consommons par an. Et là, on classifie. Dans les cultures vivrières, on le sait, hein, il y a la banane, il y a le manioc, il y a le riz. On sait qu'au niveau avicole, on a le poulet de chair, on a la viande porcine. Donc, tout cela est déjà connu de tous. Mais il faut aujourd'hui une véritable volonté politique. Et la volonté politique, on ne la sent pas jusqu'ici, dans ce domaine-là. Bien que... on pourra dire qu'on est dans un état d'exception et que les choses vont être menées ici et là. Alors, quelle est la lecture que vous faites, puisque vous parlez de décisions courageuses? Justement, il faut que l'on commence par respecter les différents accords que nous signons à l'international. En 2003, le Gabon a pris part, comme les autres pays africains, à la conférence de Maputo, à l'issue de laquelle il y a eu une grande déclaration où les États africains s'étaient engagés à allouer 10% du budget national à l'agriculture. 10%. Je vous donne quelques chiffres. Mais jusqu'ici, l'agriculture, c'est le parent pauvre et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Gabon n'est pas autosuffisant. Vous me rejoignez. Voilà pourquoi je dis qu'il faut une volonté politique ferme. En 2002, par exemple, en 2022, le budget national de l'État était de 3 milliards 295 millions. Non, 3 milliards 295 millions. Non, 3 000, autant pour moi. 3 295 milliards.
en 2022, le budget de l'État. Alors, à l'agriculture, on a alloué 24 milliards. Vous voyez? Or, si on tenait compte des accords de Maputo, ça aurait été 329 milliards. Parce que dans les 24 milliards, vous avez le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il reste pour l'investissement? Peut-être 3 ou 4 milliards. Ce n'est pas avec 3 ou 4 milliards qu'on va développer l'agriculture. En 2023, le budget national était de 3 602 milliards. Combien on a donné à l'agriculture? 22 milliards. Ça aurait pu être 360 milliards. Et si en on avait 2024, on parle et de en plus de 2024, 4 milliards. nous sommes à 4 162 milliards. Et l'agriculture a combien? 25 milliards. Et dans les 25 milliards, il y a le fonctionnement et autres. Bon, c'est pour dire, à un moment donné, si nous voulons réellement régler la problématique de la dépendance alimentaire que nous avons vis-à-vis de l'extérieur, il va falloir une décision politique ferme. Et qui est mieux placé que les autorités actuelles pour prendre une telle décision? Nous avons vu certaines décisions qui ont été prises dans ce pays pour améliorer les choses. Il faut qu'on fasse la même chose pour l'agriculture. C'est vrai que ça va gêner, tenir un tel discours gêne ceux qui sont déjà implantés dans l'exportation des denrées alimentaires, mais je redis, c'est une question de souveraineté nationale. Il y aurait même d'autres propositions également. Pourquoi ne pas pousser ces entreprises-là à venir s'installer au Gabon et produire? On a la zone économique d'un coq où on nous a promis à l'époque, avant le 30 août, qu'on aurait désormais la transformation de tous nos produits vivriers, mais également les produits de chair. On aurait des piscicultures ici et là, mais jusque-là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et d'où l'objet des apps. Et je regrette de le dire, je vois ce projet tâtonner aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau ça coince, mais c'était un projet bien pensé. Il y a eu des études qui ont été poussées et nous, on se disait qu'en 2024, certainement les premières productions de ces apps devraient déjà être sur le marché. Bon, je vais revenir à la volonté politique. Il va falloir que certainement les politiques s'asseyent pour se poser les bonnes questions. Quand je dis c'est une question de souveraineté nationale au même titre que la défense nationale, je pèse bien mes mots parce que les maladies que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous savons l'origine de celles-ci? Mais est-ce que nous maîtrisons les intrants utilisés par les planteurs extérieurs? Non. Or, si nous sécurisons notre marché, nous sélectionnons les intrants agricoles à utiliser, mais nous allons mieux nous protéger. Nous n'allons plus dire une expression que je trouve souvent très amusée. Voilà, la viande fraîche. Au Cameroun, ça ne se dit pas. La viande, c'est la viande parce que le bœuf a été coupé le matin. Et c'est ce qui est consommé. Et vous et moi savons que lorsque l'on consomme du bio, du frais, on se sent plus en forme. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez au-delà de la volonté politique? Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Vous parliez de commencer par la province de l'Estuaire. On le sait, ça prendra peut-être du temps. Là, à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire, ça ne prendra pas du temps. Alors, on va prendre le cas de la banane et du manioc. À court terme, s'il y a un budget disponible, c'est de commencer à aller trouver les planteurs, donc les producteurs actuels, et dire désormais, nous venons racheter votre production. Imaginez ce que ça va faire comme effet. Ça va les booster. Ça va les booster et ça va booster d'autres qui sont toujours en projet, qui se disent toujours, je vais aller faire une plantation, je vais aller... Le fait de voir, et je l'ai expérimenté dans le Wellington, où lorsque les premières productions de graines étaient disponibles, je partais racheter bord champ la production. Et maintenant, à cette question liée justement au pan de du sujet du jour, à savoir la lutte contre la vie chère, il va falloir sensibiliser également nos forces de sécurité. Parce que lorsqu'un camion de denrées alimentaires arrive à un poste de gendarmerie, les gendarmes ne jouent pas leur rôle. On nous parle de frais discrétionnaires.
Voilà, il faut que tout cela s'arrête. Une des solutions que moi j'avais préconisées et que je mettais en pratique dans le Wellington, je faisais des ordres de mission aux camions qui transportaient nos productions. Ordre de mission, graines, avec l'immatriculation du camion, etc. Le chauffeur, c'était transparent. Et j'avoue n'avoir jamais été embêté par les forces de sécurité. Lorsqu'ils voyaient cet ordre de mission, ils laissaient passer les camions. Donc, pour vous dire, à court terme, il y a des choses qui peuvent se faire. S'il y a un budget, il suffit de dire aux producteurs, désormais, nous venons racheter votre production dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ils vont produire, ils vont nous vendre et faire en sorte que cette production soit vendue dans les grands marchés à des coûts réduits. Et ça va booster, comme je disais, les autres producteurs qui seront en attente. Et si on donne un temps, 1 an, 2 ans pour que les uns et les autres se préparent, vous verrez que petit à petit, ça va se réguler. Oui, à côté de ça, on le sait, il faut s'appuyer sur les entrepreneurs déjà existants dans le domaine, mais il y a aussi que plusieurs Gabonais ne veulent pas se salir les mains parce que, au nom de « j'ai fait des études de droit », je mérite de travailler dans un cabinet, je mérite d'être un magistrat, j'ai fait des études de médecine. Pourquoi devrais-je aller me salir les doigts pour planter? Est-ce que l'agriculture, ce n'est pas un secteur aussi noble que d'être médecin, journaliste ou que dis-je encore? Il faut d'abord aimer la terre. Lorsqu'on aime la terre, et la terre ne nous a jamais menti parce que tout ce que nous avons semé, on finit par le récolter. Alors, moi, je ne dirais pas que les Gabonais ne veulent pas se salir les mains. La finalité de tout un chacun, de tout être sur terre, est de gagner de l'argent. Voilà pourquoi je continue à insister. Si vous dites à des Gabonais aujourd'hui, plantez, nous viendrons racheter chez vous, ils vont planter. Parce qu'ils verront l'argent. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple du cacao, chez nous dans le Wellington. À l'époque, je crois que c'était le gouvernement qui partait acheter le cacao dans les villages ou dans les grands centres de récolte. Mais lorsque les papas revenaient de la ville avec cet argent, ça les motivait à planter davantage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le cacao? Nos planteurs, nos papas, ils plantent et on le leur prend à crédit. On vous dit, on vous paye dans 2 mois, dans 3 mois. Pensez-vous qu'ils seront motivés? Et un cacao de qualité, tenez-vous bien. Tout bien. Travail mérite salaire. Vous dites aujourd'hui aux Gabonais, plantez, nous venons racheter votre production. Vous verrez, Madame Tieni, que les Gabonais vont se mettre à planter. Tous ceux qui chôment aujourd'hui vont se rappeler qu'ils ont des terres chez eux. Ils iront planter. Et j'ai même envie de vous dire, nous n'avons même pas besoin de les accompagner dans un premier temps. Non, parce que nous savons planter. C'est quelque chose que nous faisons. Oui. Nous avons des parents au village. Derrière chaque village, quand vous passez, vous faites la route, derrière chaque village, il y a des bananiers. Ça, ça doit nous interpeller. Et je profiterai de l'occasion pour que vous nous donniez votre mot de fin. Mon mot de fin est que si nous voulons une autosuffisance alimentaire pour lutter contre la vie chère dans notre pays, premièrement, recenser tous les producteurs et deuxièmement, les inciter à planter et racheter leur production. Dire, nous viendrons racheter votre production, ça va booster ces producteurs et ça va booster d'autres qui sont en veilleuse. Troisièmement, je dirais, il faut que l'on travaille tous ensemble. L'agriculture et les forces de défense nationale qui ne cessent d'être un véritable écueil pour la commercialisation des denrées alimentaires, parce que lorsque un camion est stoppé pour X ou Y raison, des raisons fallacieuses, tout simplement parce qu'on veut de l'argent derrière, on ne contribue pas à la lutte contre la vie chère. Donc là-dessus, il faudrait aussi que nos forces de défense soient responsabilisées. Il y a le 80-85 qui est le numéro de la DGCC. Mais mon Dieu, où sont ces brigades? Il ne faudrait pas que ces brigades fassent des contrôles de manière ponctuelle, parce que
le président vient de parler, ou ça vient de passer en conseil de ministres, que ceci va être fait. Il faudrait qu'il y ait des missions pérennes de contrôle, de respect des prix sur le marché. Donc, si tout ceci n'est pas fait, la lutte contre la vie chère ne restera qu'un slogan. Voilà en mot de fin ce que moi je peux vous dire. Merci à vous, Monsieur Serge Ndong Obam. Nous parlions avec vous de l'autosuffisance alimentaire, la clé peut-être de la lutte contre la vie chère. Je rappelle que vous êtes ancien coordinateur du programme Graines au niveau du Wellington, c'est au nord du Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24.